Je m'appelle Martin Lefebvre et j'ai 70 ans. Pendant 45 ans, j'ai été un mari dévoué et un professeur d'histoire passionné. La semaine dernière, ma femme, Meredith, a exigé le divorce. Elle a souri avec mépris en énumérant ses exigences. Notre maison, 70% de nos économies de toute une vie et 10 000 € par mois de pension alimentaire. Tu n'es qu'un professeur à la retraite fauchée, Martin, a-t-elle ri. Tu ne peux même pas te payer un vrai avocat. Elle avait raison. Je ne pouvais pas me payer un avocat. Mais lorsqu'elle est entrée dans cette salle d'audience, débordante de confiance, et qu'elle a vu l'avocate que j'avais amenée, elle ne s'est pas seulement figée. Son monde entier s'est effondré. Avant de continuer cette histoire, faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous regardez. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous avez déjà dû tenir tête à quelqu'un qui vous avait complètement sous-estimé. J'étais dans mon bureau, mon sanctuaire, la seule pièce de notre vaste maison de banlieue qui me semblait encore appartenir. Elle sentait les vieux livres et le tabac à pipe. Je triais mes notes pour une conférence sur la chute de la République romaine quand Meredith est entrée. 45 ans, et je remarquais toujours la façon dont elle entrait dans une pièce. Elle n'entrait pas seulement. Elle l'occupait, aspirant l'air calme. Mais cette fois, c'était différent. Il n'y avait aucune plainte concernant les voisins, aucun commentaire passif-agressif sur l'état de mon bureau. Juste un silence glacial et terrifiant. Elle s'est dirigée droit vers mon bureau en chêne, celui que j'avais depuis ma première année d'enseignement. Elle tenait un épais dossier cartonné. Elle ne me l'a pas tendu. Elle l'a laissé tomber. Le son de sa chute sur le bois était sec, définitif, comme un coup de marteau. « Martin, je veux le divorce. » Sa voix était plate, comme si elle annonçait l'heure. 45 ans. J'ai levé les yeux, le stylo toujours en suspens dans ma main. 45 ans de matins partagés, de paiement d'hypothèque, d'éducation de notre fils, Damien. 45 ans, tout cela culminant dans le bruit sourd du papier sur le bois. Je la fixais, cette femme que j'avais connue autrefois, maintenant une étrangère, dans un tailleur-pantalon beige impeccable qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. J'ai cherché sur son visage le moindre signe de doute, la moindre lueur d'histoire commune. Il n'y avait rien, juste une détermination froide et polie. Ma gorge était comme du papier de verre. « Tu veux quoi ?»« Un divorce, » répéta-t-elle, en articulant chaque syllabe comme si j'étais un de ses élèves les plus lents. Et ça, elle tapota le dossier, ce sont mes conditions. Des conditions. Elle a sorti une seule feuille du dessus, un résumé. Il était clair qu'elle avait répété cela. Elle a commencé à lire, sa voix aussi impersonnelle qu'un rapport de résultats d'entreprise. D'abord, la maison. Je garderai la maison. Meredith, c'est moi, m'a-t-elle coupé en levant une main parfaitement manucurée, qui ait donné de la valeur à cette maison. J'ai supervisé les rénovations. J'ai cultivé le statut du quartier. C'est mon actif. Je voulais crier. Je voulais crier que c'était mes mains qui avaient réparé le toit qui fuyait pendant l'hiver 98. C'était mon dos qui avait souffert après avoir posé la terrasse en pierre bleue où elle organisait maintenant ses garden parties. C'est moi qui avais peint les murs de ce bureau, poutre par poutre. Mais je n'ai rien dit, la rage impuissante me nouant la gorge. Deuxièmement, a-t-elle poursuivi, je prendrai 70% de notre épargne retraite commune. 70%. Le mot est sorti comme un murmure étranglé. Meredith, c'est toute notre vie. J'ai travaillé 45 ans pour ça. Je sais combien de temps tu as travaillé, Martin, a-t-elle dit, sa voix suintant la condescendance. Tu as mis ton petit salaire de professeur sur le compte comme un écureuil obéissant. C'est moi qui ai géré ces investissements. C'est moi qui ai transformé tes cacahuètes en un véritable portefeuille. Tu devrais être reconnaissant que je te laisse 30%. La pièce tournait. Et troisièmement, a-t-elle continué sans pitié, je demande 5 ans de pension alimentaire, 10 000 € par mois. J'ai 65 ans. Je suis habitué à un certain niveau de vie, et je ne serai pas forcé de le revoir à la baisse maintenant, juste parce que tu as décidé de devenir vieux et insignifiant. Finalement, ma propre voix est revenue, tremblante, mais teintée d'incrédulité. Meredith, comment suis-je censé me battre contre ça? J'aurai besoin d'un avocat. Nous devrons en discuter. C'est alors qu'elle a ri. Ce n'était pas un son de joie. C'était un son aigu, cassant, plein de mépris. Le même rire que je l'avais entendu utiliser lorsqu'un serveur du club lui avait accidentellement apporté le mauvais vin. « Te battre » a-t-elle répété, comme si le mot lui-même était absurde. « Te battre avec quoi, Martin? Avec ta retraite? Avec ta collection poussiéreuse de livres d'histoire ?» Elle s'est penchée en avant, posant les deux paumes sur mon bureau, l'image même de la confiance prédatrice. « Soyons réalistes. Tu n'es qu'un professeur à la retraite.
Tu es, à toutes fins utiles, fauché. Un avocat décent dans cette ville, mon genre d'avocat, coûte 800 € de l'heure. Tu ne pourrais même pas te permettre une seule réunion préliminaire. Elle a redressé sa veste de tailleur. Accepte l'accord. C'est la seule façon de t'en sortir avec un semblant de dignité. Ne rends pas les choses compliquées. Elle n'a pas attendu de réponse. Elle s'est retournée, ses talons coûteux claquant sur le parquet. Elle s'est arrêtée à l'embrasure de la porte, une dernière pensée la frappant. « Oh !» dit-elle en regardant par-dessus son épaule. Et juste pour qu'il n'y ait pas d'illusion familiale, Damien est entièrement d'accord. Il pense que c'est la meilleure décision pour les finances de la famille. Et puis elle est partie. La porte s'est refermée avec un déclic, le son résonnant dans le silence soudain et écrasant. Le deuxième coup a été pire que le premier. Pas seulement Meredith, mais mon fils. Damien, le garçon à qui j'avais appris à faire du vélo, le jeune homme dont j'avais payé les frais de scolarité universitaire avec des économies prudentes et délibérées, le mieux pour les finances de la famille. L'engourdissement a duré peut-être 30 secondes. Puis une rage froide et vive que je n'avais pas ressentie depuis des décennies a commencé à monter de mon estomac. Ce n'était pas la rage chaude et désordonnée d'un jeune homme. C'était la colère claire et concentrée d'un vieil homme. Je me suis précipité vers l'ordinateur sur mon bureau. Oublie l'avocat. Chaque chose en son temps, je devais voir les chiffres. Je devais savoir exactement ce que nous avions. J'ai ouvert le navigateur, navigué jusqu'à la page d'accueil de notre banque, le compte de retraite commun, celui que j'avais consciencieusement alimenté pendant 45 ans. J'ai tapé notre mot de passe, histoire 1789. C'était notre mot de passe depuis 20 ans. Je l'avais choisi. Mot de passe incorrect. Veuillez réessayer. Mon sang se glaça. C'était impossible. Je l'ai tapé à nouveau, lentement cette fois. HISTOIR-1789. Mot de passe incorrect. Veuillez réessayer. Une prémonition glaciale m'envahit. J'ai essayé une troisième fois, mes doigts soudainement gras et maladroits sur les touches. Votre compte a été verrouillé en raison de multiples tentatives de connexion infructueuses. J'ai attrapé le téléphone, ma main tremblant. J'ai composé le numéro du service client de la banque. J'ai subi 10 minutes d'une musique d'attente horrible, une version synthétisée minuscule d'une chanson que je ne reconnaissais pas. Merci d'avoir patienté, monsieur Lefebvre. Comment puis-je vous aider? La voix à l'autre bout du fil était robotique et impersonnelle. Mon compte de retraite a été bloqué, dis-je, essayant de garder ma voix égale. Je dois réinitialiser mon mot de passe. Il y eut une pause remplie du bruit des touches qui cliquaient. Je suis désolé, monsieur Lefebvre. La voix revint, toujours parfaitement plate. Je vois une mise à jour de sécurité sur ce compte. Selon nos dossiers, Madame Meredith Lefebvre est la titulaire principale du compte. Elle s'est authentifiée et a changé toutes les informations de sécurité à 8h15 ce matin. Pour votre protection, nous ne pouvons pas accorder l'accès ou réinitialiser le mot de passe sans son autorisation express. 8h15 du matin. Elle avait fait ça avant même d'entrer dans mon bureau, avant même de jeter les papiers sur mon bureau. Le calcul froid et méticuleux de la chose. J'étais financièrement castré. J'ai raccroché sans dire au revoir. J'ai immédiatement appelé Damien, mon fils. Il devait être la voix de la raison. Il ne pouvait pas faire partie de ça. Damien, dis-je, la panique perçant enfin dans ma voix. Ta mère. Elle m'a bloqué l'accès au compte de retraite. À tout. Un soupir est venu du récepteur. Ce n'était pas un soupir de sympathie. C'était un soupir d'impatience. Le même soupir qu'il utilisait quand je l'appelais pendant sa journée de travail. Papa, calme-toi. C'est juste une formalité légale, d'accord? Une formalité, Damien. Ce sont les économies de ma vie. Papa, soyons honnêtes. Sa voix devint froide. Nette, la voix de Damien Lefebvre, conseiller financier. Maman était celle qui gérait ses investissements. C'est elle qui a fait fructifier cet argent. Toi, tu as juste enseigné l'histoire. Voilà encore. Le même dédain, le même geste désinvolte de la main, réduisant le travail de ma vie à un passe-temps pittoresque. Elle protège juste les actifs, papa. C'est ce que son avocat lui a conseillé. C'est la procédure standard. Les protéger de moi. Les protéger d'être dépensés imprudemment pour, tu sais, des frais de justice, des choses comme ça. Écoute, papa, je dois y aller. Je suis en réunion. Parle à l'avocat de maman. Accepte l'accord. C'est le mieux que tu puisses obtenir. La ligne est devenue silencieuse. J'ai reposé le téléphone. Je suis resté dans mon bureau, les livres qui avaient été mes amis pendant un demi-siècle me fixant. J'étais absolument,
complètement seuls. Ils avaient coordonné cela. Ils avaient un avocat. Ils avaient un plan. Et j'étais la cible. Ils pensaient que j'étais un vieil homme faible et sénile. Ils pensaient que « juste un professeur » signifiait « juste un imbécile ». Ils pensaient m'avoir enfermé dehors. Ils avaient oublié que c'était moi qui avais construit la maison. Et je garde toujours un jeu de clés de rechange. Je n'ai pas appelé d'avocat. Un avocat, c'était ce à quoi ils s'attendaient. Ils s'attendaient à ce que je panique, que je rassemble quelques milliers d'euros pour un avocat de second ordre qui serait écrasé par le requin juridique hors de prix de Meredith. Ils s'attendaient à ce que je joue leur jeu selon leurs règles. Je suis descendu au sous-sol. C'était mon domaine, un lieu de sol en béton, d'outils organisés, et d'odeurs de sueur et de vieux papier. Meredith n'y avait pas mis les pieds depuis au moins une décennie. Elle appelait ça humide et primitif. Damien, même enfant, partageait le dédain de sa mère pour le travail manuel. Il trouvait ça indigne de lui. C'étaient des gens qui payaient les autres pour réparer les choses, pour construire les choses. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'un homme pouvait construire de ses propres mains. Et ils n'avaient certainement aucune idée de ce qu'un homme pouvait cacher. Je suis passé devant le chauffe-eau, devant les rangées de bocaux soigneusement étiquetés de vis et de clous, et je me suis arrêté devant la vieille et massive chaudière. C'était une ancienne bête de fer, mais elle fonctionnait comme une horloge parce que c'était moi qui l'entretenais. Pour Meredith, ce n'était qu'une horreur. Pour moi, c'était un camouflage. J'ai atteint derrière elle, mes doigts trouvant la rainure familière sur un parpaing lâche. Je l'ai tiré. Derrière, encastré profondément dans le mur de fondation, se trouvait un petit coffre-fort en acier. Il n'était pas grand, mais il était sécurisé. Je l'avais installé moi-même il y a 30 ans, quand Damien était encore au collège, et que les habitudes de dépenses de Meredith avaient commencé à m'inquiéter. Elle s'était moquée de moi à l'époque en me voyant mélanger du ciment dans une brouette. « Tu joues au maçon, Martin ? Comme c'est pittoresque. » Elle n'a jamais demandé ce que je construisais. Elle s'en fichait. Il pensait que je n'étais qu'un professeur. Il pensait que mes connaissances se limitaient aux présidents morts et aux guerres oubliées. Ils avaient oublié qu'un homme qui peut construire ses propres étagères peut aussi construire ses propres défenses. Mes doigts, fermes et sûrs, ont composé la combinaison. 10, 22, 17. Les dates de 3 batailles qui ont changé le monde. Des dates que j'avais enseignées pendant 40 ans. Des dates que je savais que ma femme et mon fils ne se rappelleraient jamais, jamais. La serrure a émis un déclic lourd et satisfaisant. J'ai ouvert la porte en acier. À l'intérieur, il n'y avait pas de trésor étincelant. Juste un grand livre, une pile de certificats d'action et un seul carnet de banque non étiqueté pour un compte dans une petite caisse de crédit mutuel en Savoie. Meredith pensait m'avoir coupé de ma vie. Elle pensait contrôler les 400 000 euros de notre compte commun. Elle n'avait aucune idée de cela. C'était ma véritable police d'assurance. C'était le trésor de guerre, et j'étais enfin prêt à l'utiliser. Dans cette froide boîte en acier, il n'y avait pas de tas de billets, pas de lingots d'or. Il y avait simplement un simple livret d'épargne bleue d'une petite caisse de crédit mutuel en Savoie et une pile de vieux certificats d'action. C'était mon héritage. Mes parents n'étaient pas des gens riches. C'étaient des enfants de la Grande Dépression de 1929. Ils tenaient une petite quincaillerie dans le Jura. Ils économisaient tout. Ils réutilisaient les sachets de thé. Ils m'ont appris la valeur d'1 euro en me le faisant gagner. À leur décès, ils m'ont laissé ce qu'ils avaient, 50 000 euros. C'était une somme énorme pour moi, mais pour Meredith, qui lorgnait déjà les manoirs de la ville voisine, c'était de l'argent de poche. Je me souviens clairement de sa réaction quand je lui ai annoncé. « Oh, c'est gentil, Martin », avait-elle dit, levant à peine les yeux d'un catalogue du printemps. « Mets-le sur notre compte d'épargne. Peut-être que ça paiera de belles vacances un jour. » Je lui ai dit que je m'en occuperais, et elle, dans son arrogance infinie, a balayé l'affaire. Insignifiant. C'était le mot qu'elle avait utilisé. Elle pensait que c'était indigne de son attention. Et ce dédain fut le plus beau cadeau qu'elle m'ait jamais fait. C'était la couverture dont j'avais besoin. Meredith était intelligente. Oui. Elle était brillante pour jouer en bourse avec notre compte commun, réalisant des transactions tapax en grave-l'œil et à haut risque dont elle se vantait lors des dîners. Elle contrôlait toutes les finances du ménage, exigeant chaque reçu, équilibrant le chéquier au centime près. Elle le faisait, disait-elle, parce que j'étais trop académique pour comprendre le monde réel de l'argent. Je n'étais qu'un professeur d'histoire. Elle avait raison. Je suis un professeur d'histoire. Et un professeur d'histoire, c'est que les empires tombent. Un professeur d'histoire, c'est que les bulles finissent toujours par éclater. Un professeur d'histoire, c'est que la croissance lente, régulière et patiente, gagne toujours la guerre. Alors, pendant qu'elle achetait des actions de haute couture, j'achetais tranquillement des actions de service public.
Pendant qu'elle courait après le prochain grand boom technologique, j'achetais des fonds indiciels de premier ordre. Pendant 40 ans, j'ai pris ces 50 000 euros insignifiants et je les ai alimentés. Chaque prime que j'ai reçue pour avoir conseillé le club d'histoire, chaque euro que j'ai gagné avec les cours d'été, chaque petit chèque pour des articles que j'ai publiés dans des revues obscures, tout est allé sur ce compte. J'ai suivi les principes les plus simples. Acheter et conserver. Réinvestir chaque dividende. Ne jamais paniquer. Ne jamais vendre. Meredith pensait que j'étais pauvre. Elle croyait sincèrement que je n'avais rien d'autre que ma retraite. Elle pensait m'avoir piégé. Elle pensait avoir bloqué le seul argent que nous avions. Elle n'a jamais su pour ça. C'était mon fonds, ma forteresse de solitude. J'ai ouvert le simple livret bleu. Les chiffres étaient écrits en caractères nets et clairs. J'ai regardé le solde final, un nombre que j'avais vu croître pendant 4 décennies. Il pensait se battre contre moi pour 400 000 euros. Il n'avait aucune idée de ce qu'était le véritable enjeu, et il n'avait aucune idée que c'était moi qui le possédais. Je suis retourné à l'étage, dans mon bureau. La pièce semblait différente. Ce n'était plus mon sanctuaire. C'était un centre de commandement. Le choc s'était dissipé, remplacé par une rage froide et claire. Ils pensaient m'avoir coupé les vivres. Ils pensaient que j'étais un vieil homme sans défense. Mais ils avaient oublié quelque chose de fondamental. Un professeur d'histoire n'étudie pas seulement le passé. Il étudie la stratégie. Et en ce moment, j'avais besoin de renseignements. J'avais besoin de connaître le plan de l'ennemi. Je me suis dirigé vers le bureau de Meredith. C'était un meuble élégant et moderne en verre et en chrome qu'elle avait insisté pour acheter, un contraste saisissant avec mon chêne confortable et usé. Pendant 45 ans, j'avais respecté sa vie privée. Ce respect était mort 1 heure plus tôt. J'ai ouvert le premier tiroir. Il était rempli de papiers à lettres couleur crème immaculée et de chéquiers organisés. Rien. J'ai ouvert le second. Des dossiers plus profonds. Compte du ménage. Garantie pour les appareils que j'avais installés. Manuel pour l'électronique que j'avais configuré. J'ai enfoncé mes doigts, dépassant les dossiers soigneusement étiquetés. Ma main a effleuré quelque chose de froissé tout au fond, coincé sous le rail en plastique du classeur. Un seul morceau de papier. Je l'ai sorti. C'était un relevé de carte de crédit du mois dernier. Un qu'elle avait dû cacher de notre budget commun, payé depuis un compte dont j'ignorais même l'existence. J'ai parcouru les frais. Des déjeuners dans des bistrots chics dont je n'avais jamais entendu parler. Des soins au spa. Un sac à main à 500 euros. Et puis je l'ai vu. Une charge de 1000 euros. La description était simple. Cabinet juridique B&H. B&H. Je ne reconnaissais pas le nom, mais peu importait. C'était son avocat. C'était l'arme qu'elle avait choisie. 1000 euros juste pour une consultation. Elle planifiait cela depuis au moins un mois, tout en me souriant à la table du petit déjeuner, tout en me demandant si je voulais plus de café. La trahison calculée et de sang-froid de la chose. J'étais sur le point de reposer le reçu, satisfait d'avoir au moins le nom de mon adversaire. Mais mes yeux ont balayé le reste de la page, attirés par une deuxième charge qui semblait déplacée. Elle était différente des autres. Ce n'était pas un frais unique. C'était listé comme une charge mensuelle récurrente. 5 000 euros. Le destinataire, résidence de la Chênaie. Mon sang ne s'est pas seulement glacé. Il s'est arrêté. Il s'est transformé en glace dans mes veines. La Chênaie. Je connaissais ce nom. Tout le monde dans notre banlieue aisée connaissait ce nom. C'était l'endroit dont on voyait les publicités dans les magazines sur papier glacé. L'endroit avec des pelouses manucurées et des infirmières souriantes. L'endroit où l'on met les gens quand on attend qu'ils meurent. C'était la résidence pour personnes âgées la plus chère et la plus exclusive de la région. 5 000 euros récurrents. Pourquoi? Nous n'avions aucun parent à la Chênaie. La mère de Meredith était décédée il y a 5 ans. Mes parents étaient partis depuis longtemps. Sauf si. Une réalisation soudaine, sombre et terrible a commencé à se former, s'assemblant avec une clarté écœurante. Les mots de Meredith résonnaient dans ma tête. Je garderai la maison. La voix de Damien. Maman protège juste les actifs. Ce n'était pas seulement un divorce. C'était une expulsion. Ils ne prenaient pas seulement 70% de l'argent. Ils prévoyaient de tout prendre. Ils allaient vendre la maison, vider le compte commun, et puis quoi? À quoi servaient les 5 000 euros de frais récurrents? C'était un acompte. C'était des frais de réservation. Ils réservaient une chambre pour moi. Tu n'es qu'un professeur à la retraite. Tu te fais vieux, Martin. Tu es insignifiant. Mon Dieu, ils ne divorçaient pas seulement de moi. Ils prévoyaient de se débarrasser de moi. Ils allaient tout prendre, puis utiliser mes propres 30%,
mon argent, la pitance qu'il me laissait, pour m'enfermer dans cette prison de luxe afin de ne plus jamais avoir à s'occuper de moi. Ce n'était pas une séparation. C'était un assassinat de ma vie, de mon avenir. Le mal absolu et pur de ce plan me coupa le souffle. Je devais en être sûr. Je devais le confirmer. Mes doigts tremblaient si fort que je pouvais à peine appuyer sur les chiffres de mon téléphone. Résidence de la Chênaie. Le nom avait un goût d'acide sur ma langue. Le téléphone a sonné, un carillon poli et synthétisé. Je me suis raclé la gorge, forçant le tremblement à quitter ma voix. Quand la réceptionniste a répondu, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai menti. J'ai canalisé 45 ans de vie avec mon fils. J'ai convoqué son arrogance désinvolte, son ton impatient et sec. « Bonjour », dis-je, ma voix plus profonde, plus nette. C'est Damien Lefebvre. « Oh, bonjour, monsieur Lefebvre. » La voix à l'autre bout était vive, joyeuse, écœurante de professionnalisme. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?»« Oui, » ai-je continué, poussant le personnage de Damien. « J'appelle juste pour confirmer les arrangements pour mon père, Martin Lefebvre. Ma mère, Meredith, s'occupe des détails principaux, mais j'aimerais vérifier le dossier. » « Bien sûr, monsieur, nous encourageons les membres de la famille à s'impliquer. Laissez-moi juste chercher son dossier. » « Ah oui, le voilà. Monsieur Martin Lefebvre. Tout est parfaitement en ordre. » Mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes, un oiseau piégé dans une cage. Bien, bien. Alors, la transition est bien prévue. Absolument, a-t-elle gazouillé, complètement inconsciente. Nous avons reçu la compte de 5 000 € pour la réservation de la suite premium d'une chambre dans notre aile des Saules. C'est une chambre charmante, monsieur Lefebvre. Elle bénéficie d'un magnifique soleil matinal. Une suite ? Ai-je répété, ma voix creuse. Oh oui, et votre mère a été si prévenante. Elle a été très claire sur le fait que la date d'emménagement est fixée au 1er décembre. Elle a mentionné que c'était conditionné par la vente de votre maison familiale, qu'elle prévoyait de conclure fin novembre. Elle a vraiment tout géré à merveille. Mon souffle s'est coupé. La vente de la maison, le 1er décembre. Tout était prévu, chaque étape. Mais elle n'avait pas fini. La réceptionniste joyeuse et serviable avait une dernière confirmation à enfoncer dans mon cœur. Votre mère a également pris toutes les dispositions financières, a-t-elle poursuivi. Elle voulait s'assurer qu'il n'y aurait aucun accroc. Elle a fait en sorte que sa part de, je crois qu'elle a appelé ça le règlement, c'est 30%, soit transféré directement chez nous pour couvrir les frais mensuels courants. C'était si prévoyant de sa part de s'assurer que ses soins soient entièrement pris en charge. J'ai raccroché le téléphone. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai pas dit merci. J'ai juste appuyé sur le bouton, coupant sa voix vive et terrible. Je suis resté là, dans le silence de mon bureau, le relevé de carte de crédit froissé toujours serré dans mon autre main. Tout était vrai. Ce n'était pas un divorce. Un divorce est une séparation de deux vies. C'était une élimination, une radiation. Ils allaient prendre la maison. Ils allaient prendre 70% de nos économies communes. Et puis, avec le dernier acte de mépris ultime, ils allaient utiliser mes propres 30%, la pitance qu'ils me laissaient gracieusement, pour payer ma propre incarcération. Ils me laisseraient sans rien, sans maison, sans argent, sans liberté, juste une chambre charmante avec un soleil matinal, pour attendre ma mort. Ils ne mettaient pas seulement fin à un mariage. Ils mettaient fin à ma vie. Le rire de Meredith d'il y a 1 heure résonnait dans mes oreilles. Tu ne peux même pas te payer un avocat. Elle ne se moquait pas seulement de ma pauvreté. Elle se moquait d'un homme qu'elle considérait déjà comme enterré. J'ai regardé le livret d'épargne bleu de mon coffre-fort, toujours posé sur mon bureau. La rage avait disparu maintenant. Elle s'était consumée, laissant derrière elle quelque chose de froid, de dur et de parfaitement clair. Ce n'était plus un conflit domestique. C'était une guerre. Et il venait de me donner mon premier objectif. La rage était maintenant parfaitement claire. Mon objectif était défini. Mais Meredith avait raison sur un point. Je ne pouvais pas affronter son avocat avec un avocat commis d'office. Son équipe juridique serait chère, impitoyable, et ils essaieraient de m'enterrer sous la paperasse jusqu'à ce que j'étouffe. Je n'avais pas seulement besoin d'un avocat. J'avais besoin d'un guerrier. J'avais besoin de quelqu'un de plus intelligent qu'eux, de plus affamé qu'eux, et de quelqu'un en qui, par-dessus tout, je pouvais avoir une confiance implicite. Je savais exactement qui appeler. Je me suis dirigé vers les bibliothèques encastrées qui tapissaient mon bureau. Ma main a glissé devant les histoires de la Grèce et de Rome reliées en cuir, devant les biographies de généraux et de présidents. J'ai atteint l'étagère du bas, la rangée d'annuaires du lycée,
une collection complète de mes 45 années d'enseignement. J'ai sorti l'édition de 1998, Le Sentinelle. J'ai feuilleté les pages, passant devant les visages souriants et pleins d'espoir d'adolescents qui avaient maintenant la quarantaine. Je n'ai pas eu besoin de chercher le nom. Je connaissais la page par cœur, celle du club de débat. Et elle était là, une jeune fille brillante, à l'air féroce, avec une masse de cheveux noirs en désordre, fixant l'appareil photo comme si elle le défiait. Elle se tenait à côté de moi, tenant un trophée de première place, son nom imprimé en dessous en simples caractères noirs. Alexandra Sinclair. Alex Sinclair. Elle était, sans aucun doute, l'élève la plus brillante que j'ai jamais eue. Une tête brûlée venue du quartier le plus pauvre de la ville, tout en intellect brut et en angle vif. Elle avait un esprit comme un piège d'acier et une langue qui pouvait couper du verre. Les autres professeurs avaient peur d'elle. J'étais fasciné. Je l'avais prise sous mon aile. J'étais resté des centaines d'heures après l'école à la coacher, à la pousser, à affiner cette colère brute en arguments ciblés et chirurgicaux. Je l'avais aidé à canaliser sa rage pour remporter un championnat national. J'avais écrit la lettre de recommandation et je m'étais battu avec le comité d'admission pour lui obtenir une bourse complète dans une faculté de droit de premier plan. Je me souvenais de ce qu'elle avait écrit dans mon exemplaire de l'annuaire, une note griffonnée de son écriture agressive et intelligente. « Monsieur Lefebvre, vous m'avez appris à me battre. Vous m'avez appris à gagner. Je vous dois tout. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. » Cela faisait 27 ans. Je me demandais si elle le pensait toujours. J'ai fermé le livre. Il était temps de le découvrir. Je me souviens de son entrée dans ma classe d'histoire avancée. Elle portait une veste en flanelle déchirée, des bottes de combat et une expression qui mettait au défi quiconque de la contredire. Elle venait du mauvais côté de la ville, un quartier de clôture en grillage et de voitures en panne. Les autres élèves, avec leur pédigré de banlieue et leurs baskets de marque, la méprisaient. Meredith et Damien avaient méprisé les gens comme elle toute leur vie, mais moi, je voyais son esprit. Je voyais la façon dont ses yeux s'illuminaient lors de nos débats sur la Constitution. Elle ne se contentait pas de réciter des faits, elle les dévorait. Elle ne se contentait pas d'argumenter, elle démantelait la logique de son adversaire pièce par pièce avec une précision terrifiante. Je l'avais prise sous mon aile. Je lui ai demandé de rejoindre le club de débat. Elle s'est moquée de moi. Le débat, c'est pour les gosses de riches, monsieur Lefebvre. Non, lui ai-je répondu. Le débat, c'est pour les guerriers, et tu es une guerrière. J'étais resté des centaines d'heures après les cours à la coacher, à la pousser, à transformer cette colère brute en arguments ciblés et chirurgicaux. Je lui ai appris à utiliser l'arrogance de son adversaire contre lui. Je lui ai appris que la personne qui semble la plus faible dans une pièce est souvent celle qui détient tout le pouvoir, simplement parce qu'elle est sous-estimée. Elle a tout absorbé. Je me souviens m'être battu avec le conseil d'administration de l'école pour lui obtenir une allocation de voyage pour les finales nationales. Je me souviens avoir payé de ma poche ses frais d'inscription aux facultés de droit, en lui disant que c'était un fonds de l'école. Je l'avais aidé à canaliser sa rage pour remporter un championnat national. J'avais écrit la lettre de recommandation et je m'étais battu avec le comité d'admission pour lui obtenir une bourse complète dans une faculté de droit de premier plan. Je me souviens du jour où elle a reçu la lettre d'acceptation. Elle n'avait pas pleuré. Elle m'avait juste regardé avec une intensité qui brûlait, ses mains tremblant légèrement. J'ai baissé les yeux sur l'annuaire, sur la note qu'elle avait griffonnée dans mon exemplaire, juste à côté de cette photo féroce et fière. Son écriture était agressive, intelligente. « Monsieur Lefebvre, vous m'avez appris à me battre. Vous m'avez appris à gagner. Je vous dois tout. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quand, appelez-moi. » Cela faisait 27 ans. Je me demandais si elle le pensait toujours. J'ai fermé le livre. Il était temps de le découvrir. J'ai trouvé le cabinet en ligne. Sinclair, Doyle et Associés. Le nom lui-même sonnait cher, exclusif. C'était l'un des cabinets de premier plan de la ville, le genre d'endroit dont Meredith et Damien parlaient avec révérence. Ma main était stable lorsque j'ai composé le numéro. Je n'étais plus un mari paniqué. J'étais un homme avec une stratégie. Sinclair, Doyle et Associés, comment puis-je vous aider? La voix de la réceptionniste était nette, professionnellement impatiente. J'aimerais parler à maître Alexandra Sinclair, s'il vous plaît. Une brève pause. Attend-elle votre appel? Non, dis-je. Maître Sinclair est en réunion successive toute la journée et n'accepte pas d'appels imprévus. Si vous souhaitez laisser un message à son assistant, je vous en prie. Je l'ai interrompu, ma voix ferme mais polie. Je savais comment parler aux gardiens. J'avais eu affaire à des secrétaires d'école pendant 45 ans.
Je m'appelle Martin Lefebvre. LFEBVRE. S'il vous plaît, dites-lui. Dites-lui que c'est son ancien professeur d'histoire qui appelle. L'impatience dans sa voix s'est adoucie, remplacée par de la curiosité. Un instant, monsieur. La ligne est devenue silencieuse. J'ai été mis en attente. La musique synthétisée est revenue, le même jazz fade que celui de la banque. J'ai attendu. 1 minute, 2. J'ai commencé à penser qu'elle m'avait éconduit, que la carte du vieux professeur était une manœuvre désespérée et stupide. Peut-être qu'Alex était une personne différente maintenant, un requin des affaires qui avait depuis longtemps oublié la gamine passionnée et en colère que j'avais connue. Peut-être que c'était une erreur. Puis la musique s'est arrêtée brusquement. Monsieur Lefebvre. La voix n'était pas celle de la jeune fille que je me rappelais. Cette voix était profonde, autoritaire, et aussi tranchante qu'un rasoir. C'était la voix d'une personne qui donnait des ordres, pas de quelqu'un qui les recevait. C'était une voix qui coûtait 800 € de l'heure. Est-ce vraiment vous? Bonjour, Alex, dis-je, une vague de soulagement m'envahissant. C'est moi. J'ai besoin de votre aide. Il n'y eut pas de bavardage. Je n'ai pas posé de questions sur sa vie. Elle n'a pas posé de questions sur la mienne. Je lui ai juste tout raconté. J'ai tout exposé, les mots sortant de moi dans un récit contrôlé et précis. Les papiers du divorce, les 70%, la pension alimentaire, le compte bloqué, la charge récurrente et glaçante de 5 000 € à la résidence de la Chênaie, l'appel téléphonique que j'avais passé en me faisant passer pour Damien. Le plan monstrueux est calculé dans son intégralité. Quand j'ai fini, il y a eu un long et lourd silence sur la ligne. Il s'est étiré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Alex? Me suis-je risqué, ma confiance vacillant. Quand elle a finalement parlé, sa voix était différente. Ce n'était plus la voix d'une avocate de haut vol. C'était la voix de la fille que je me rappelais du club de débat. Elle était froide, concentrée. C'était la voix d'une guerrière qui venait d'identifier sa cible. Monsieur Lefebvre, dit-elle, et l'acier dans sa voix me fit me redresser. Ils n'essaient pas seulement de divorcer de vous. Ils essaient de vous effacer. Elle marqua une nouvelle pause, juste un instant. Et ils ont commis une erreur fatale, catastrophique. Laquelle? Ai-je demandé. Ils ont oublié, dit-elle, que c'est vous qui m'avez appris à me battre. Alexandra Sinclair ne perdait pas de temps. Elle n'était pas du genre à délibérer quand une frappe immédiate était possible. Dès le lendemain matin, une tempête juridique a éclaté. J'étais assis dans mon bureau, buvant un café, lorsque mon email personnel a sonné. C'était un message d'Alex. L'objet était simple, actionner. En pièce jointe se trouvait une copie de la notification officielle qui venait d'être déposée électroniquement auprès du tribunal et signifiée à l'avocat de Meredith du cabinet juridique B&H. Ce n'était pas une lettre. C'était une déclaration de guerre. C'était une requête immédiate pour une audience d'urgence. Elle incluait un avis de demande reconventionnelle pour complot en vue de commettre une fraude financière contre une personne âgée. Mais la plus belle partie, celle qui m'a fait la relire 2 fois, était la motion de communication de pièces d'urgence jointes. Alex ne demandait pas seulement des documents, elle les exigeait. Elle ne demandait pas seulement l'accès à notre compte commun. Elle exigeait un historique complet sur 7 ans de tous les comptes détenus par Meredith, y compris ses cartes de crédit personnel et ses portefeuilles d'investissement. Elle exigeait les dossiers de la résidence de la Chênaie. Elle exigeait le nom et le dossier du cabinet d'avocats B&H. Et puis il y avait la dernière page, le chef-d'œuvre, une ordonnance de restriction temporaire d'urgence, non pas contre une personne, mais contre de l'argent. Elle avait demandé un gel ex parte immédiat de tous les actifs associés, non seulement notre compte commun, mais aussi les comptes personnels de Meredith, et sur la base d'une suspicion de transfert frauduleux, les principaux comptes d'investissement de Damien également. Elle leur avait coupé la capacité de riposter en utilisant l'argent même qu'ils essayaient de voler. Meredith m'avait bloqué l'accès à un compte. Alexandra Sinclair venait de leur bloquer l'accès à tout. J'ai enfin compris. Je n'avais pas engagé un avocat. J'avais déchaîné une force de la nature. J'avais passé 45 ans à enseigner l'histoire, à étudier les stratégies des grands généraux. Je venais de voir Alex, en une seule matinée, exécuter un mouvement de tenaille parfait. Elle les avait débordés, avait coupé leur ligne de ravitaillement et se préparait à un assaut frontal. Meredith et Damien avaient commis une erreur critique. Ils pensaient être dans un simple conflit domestique. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient d'entrer sur un champ de bataille et que la générale de l'autre côté était la personne même que j'avais entraînée pour ce type exact de guerre. Le jeu avait changé. Mais il y avait une autre couche à la stratégie d'Alex. Une couche d'ironie magnifique, poétique et dévastatrice que je n'avais même pas envisagée jusqu'à ce que je voie l'entête de la lettre. Sinclair,
Doyle et Associés. J'ai fixé le nom, puis j'ai commencé à rire. Ce n'était pas un rire heureux. C'était un rire sec, aboyant, de pure admiration stupéfaite. Parce que Sinclair, Doyle et Associés n'était pas n'importe quel cabinet de premier plan. C'était le cabinet où mon fils, Damien Lefebvre, travaillait depuis 15 ans. Il n'était pas un simple employé. Il était vice-président senior. Il était, de l'avis de tous, un homme accompli. Alex devait le savoir. Au moment où je lui ai dit mon nom et celui de mon fils, elle a dû tout reconstituer. Elle n'avait pas seulement pris une affaire. Elle s'était attaquée à l'un de ses propres collègues. Ce n'était pas seulement une manœuvre juridique. C'était un message. Damien, dans son arrogance, s'était aligné sur sa mère, croyant que sa position dans un cabinet puissant le rendait intouchable. Il m'avait méprisé, moi, son père, le professeur Fauché. Il n'avait aucune idée que la personne la plus puissante de tout son monde professionnel, l'associée fondatrice du cabinet, était la seule personne sur Terre qui devait toute sa carrière à ce même professeur Fauché. Il se croyait un prédateur. Il était sur le point de découvrir qu'il n'était qu'un employé. Et sa patronne était mon ancienne élève. La pure brillance tactique de la chose était à couper le souffle. Alex n'allait pas seulement les vaincre au tribunal. Elle allait démanteler leur vie entière de l'intérieur, en utilisant contre eux le pouvoir et le prestige même qu'ils vénéraient. L'appel téléphonique que je m'attendais à ce que Damien reçoive ne viendrait pas seulement de l'avocat de sa mère. Il viendrait de son propre service juridique. La scène change. Nous ne sommes plus dans mon bureau calme et rempli de livres. Nous sommes à 30 km de là, au cœur de la ville, au 42e étage d'une tour de verre et d'acier. C'est le bureau de Damien. Il est vaste, minimaliste et cher. Le bureau est une seule plaque de marbre italien poli. La chaise est un trône à haut dossier. À travers les fenêtres allant du sol au plafond, tout l'horizon de la ville s'étend sous lui comme un territoire conquis. Damien Lefebvre, vice-président senior, est agacé. Un email vient de sonner. Pas un email normal, mais une alerte urgente et hautement prioritaire du service juridique interne du cabinet. Il soupire, irrité par l'interruption. Il est en train de conclure une fusion de plusieurs millions d'euros. Il clique pour l'ouvrir, prêt à écarter n'importe quelle absurdité de conformité. Il lit l'objet. Injonction d'urgence, Martin Lefebvre contre Meredith Lefebvre. Il se fige. Martin Lefebvre, son père. Pourquoi l'affaire de divorce de son père provient-elle de son propre service juridique? Il ricane, pensant que l'avocat de sa mère a dû faire une erreur, peut-être l'a-t-il envoyé au mauvais cabinet. Puis il ouvre le PDF joint. Son sang ne se glace pas seulement. Il cesse de circuler. En haut de la requête, sous la mention « Avocat du défendeur Martin Lefebvre », se trouve un nom qu'il voit tous les jours. Un nom qui fait même se redresser un peu plus les associés seniors lorsqu'elle entre dans une pièce. Alexandra Sinclair, sa patronne, l'associée fondatrice, la femme qui signe ses chèques de bonus à 6 chiffres. La femme qui tient toute sa carrière dans le creux de sa main. Sa première pensée est que c'est une erreur catastrophique, une faute de frappe. Son père, le vieux professeur fauché et sénile, ne pouvait pas connaître Alexandra Sinclair. C'est impossible. Il fait défiler le document, ses mains commençant à trembler, parcourant le corps du dépôt légal. Il lit des phrases qui lui brouillent la vue. Complot en vue de commettre une fraude financière, dissimulation frauduleuse d'actifs, abus de personnes âgées. Et puis il voit son propre nom. La requête n'est pas seulement contre sa mère, elle est contre lui. Elle nomme explicitement Damien Lefebvre, vice-président senior de Sinclair, Doyle et Associés, comme co-conspirateur. Il cesse de respirer. Ce n'est pas un dépôt légal. C'est une exécution professionnelle. Mais le coup de grâce final se trouve dans la pièce A. La motion d'urgence ne vise pas seulement à geler les comptes de sa mère. C'est une requête pour geler ses comptes personnels, son portefeuille d'investissement de plusieurs millions d'euros, son compte de bonus. Alexandra Sinclair exige un audit médico-légal complet de ses finances sur les 7 dernières années. Il sait ce qu'elle trouvera. Il sait pour les 150 000 euros que sa mère lui a transférés il y a tout juste 3 jours. Il sait que c'était un transfert frauduleux. Il le savait quand il l'a accepté. Il pensait que c'était malin. Il pensait que son père était un imbécile. Il regarde le nom d'Alexandra Sinclair, tapé en gras, police puissante. Elle sait. Sa patronne sait. Elle sait qu'il a conspiré avec sa mère pour voler son propre père. Et elle utilise toute la puissance terrifiante du cabinet pour le poursuivre. Il saute de sa chaise, la renversant. Il cherche à tâtons ses clés, sa veste. Il ne sait pas où il va. Sa mère. Il doit aller voir sa mère. Il sort en trombe de son bureau, dépassant sa secrétaire confuse, le visage pâle comme la cendre.
Pendant tout le trajet jusqu'à l'ascenseur, il sent tous les yeux du cabinet sur lui. Ils savent. Tout le monde doit savoir. Sa carrière est finie. Sa vie est finie. Tout ça à cause d'un professeur à la retraite fauché qui, il s'avère, détenait une arme dont Damien ne soupçonnait même pas l'existence. Il n'a pas seulement quitté son bureau. Il a fui. Il a conduit sa BMW comme un fou, se faufilant dans le trafic de la mi-journée, ignorant la symphonie des klaxons en colère. Il a freiné brusquement dans l'allée circulaire de Meredith, laissant une trace de caoutchouc sur les pavés impeccables. Il n'a pas verrouillé la voiture. Il n'a pas pris sa mallette. Il est entré en trombe dans la maison en utilisant sa clé et a trouvé sa mère dans la véranda, sirotant calmement un thé glacé et feuilletant un magazine de design haut de gamme. Mère. Sa voix était un cri rauque, un son qu'elle n'avait jamais entendu de lui, même pendant son adolescence. Son visage était pâle, sa cravate en soie coûteuse était desserrée, et ses cheveux étaient en désordre. Meredith leva les yeux, agacée. « Damien, qu'est-ce qui te prend? Tu es dans un état épouvantable. Tu mets de la boue sur le tapis d'Aubusson. Que as-tu fait » a-t-il hurlé, l'ignorant, arpentant la pièce comme un animal en cage. Il a jeté ses clés de voiture sur sa table basse en verre avec un fracas. « Au nom du ciel, qu'as-tu fait » Meredith posa son magazine, ses yeux se plissant. « Je ne suis pas sûr de comprendre, tonton. J'ai fait ce que nous avions convenu. Je lui ai signifié les papiers. Le plan est en marche. » Le plan. Le plan. Ton plan vient de m'exploser au visage, dans mon bureau. As-tu la moindre idée de qui il a engagé? Un avocat commis d'office sur le retour, je suppose, ricana-t-elle. Martin ne peut rien se permettre d'autre. Il a engagé Alex Sinclair. Le nom est resté suspendu dans l'air. Le sourcil parfaitement épilé de Meredith tressaillit. Qui? Alex Sinclair, cria Damien, sa voix se brisant. Associée fondatrice, chef du contentieux. Ma patronne, mère. La femme qui contrôle mon avenir. Le visage de Meredith perdit enfin sa couleur. Ce n'est pas possible. Oh, c'est possible. Je viens de recevoir l'email. Une injonction d'urgence en copie à tout notre service juridique. Elle ne le représente pas seulement. Elle dépose d'une demande reconventionnelle. Et elle ne gèle pas seulement tes comptes. Elle exige un audit médico-légal complet de mes comptes, de mes bonus, de mes investissements. Il se prit la tête entre les mains. Comprends-tu ce que ça signifie? Elle sait, mère. Elle sait pour les 150 000 que tu m'as transférés. Elle va tout trouver. Il se tourna vers elle, sa panique maintenant remplacée par une rage furieuse et accusatrice. Ça devait être simple. Tu m'as dit qu'il était fini. Tu m'as dit qu'il n'était qu'un vieil homme fauché et sénile que nous devions gérer. Meredith était sans voix. Elle était enfin, vraiment, paniquée. Mais comment? Balbutia-t-elle, se levant si vite que sa chaise faillit basculer. Comment a-t-il pu se la payer? C'est l'avocate la plus chère de la région. Il n'a pas d'argent. Tu connais sa retraite. Nous avons bloqué le compte commun. Où a-t-il trouvé l'argent? Ils se regardèrent pendant un long et terrible moment. La même réalisation horrifiante leur vint à tous les deux en même temps. La même réalisation qui s'était lentement construite dans mon propre esprit. À moins que, murmura Meredith, sa main volant à sa gorge. À moins qu'il n'ait pas été fauché. Les yeux de Damien s'écarquillèrent. Toutes ces années, cette voiture bon marché, ces vieux costumes, les voyages à la quincaillerie. Martin, souffla Meredith, le nom ayant un goût de poison. Ce vieil homme silencieux, pathétique, fauché. Il nous l'a caché. Il avait de l'argent. Il avait son propre argent. Et il nous l'a caché pendant des décennies. Les fondations de tous leurs plans, construites sur le roc solide de ma prétendue faiblesse et pauvreté, venaient de s'effondrer en poussière. Il ne combattait pas une victime sans défense. Il combattait un ennemi qui avait une armée cachée, un ennemi qui avait été patient. Et il venait de lui donner le général parfait pour mener la charge. Je n'ai pas eu de nouvelles d'Alex pour le reste de la journée. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais presque sentir les ondes de choc de son assaut juridique se propager à travers la ville. Alex m'avait prévenu de ce qui allait se passer ensuite. Ils vont paniquer, avait-elle dit, sa voix nette et clinique au téléphone. Et quand des gens comme Meredith et Damien paniquent, ils ne battent pas en retraite. Ils essaient de se frayer un chemin par la force. Restez tranquille, monsieur Lefebvre. Laissez le mur faire son travail. Et c'est précisément ce qui s'est passé. L'avocat de Meredith, l'homme du cabinet B&H, a fait exactement ce pour quoi il était payé. Il a essayé de prendre les devants.
Il a essayé d'appeler Alex Sinclair directement, s'attendant probablement à une discussion cordiale et professionnelle d'avocat à avocat pour régler ce malheureux malentendu. Il n'a jamais dépassé la première ligne de défense. Il n'a même pas réussi à parler à sa secrétaire. Il a été dirigé vers son assistant principal, un homme dont j'ai appris plus tard qu'il avait lui-même un diplôme de droit de l'ESSEC. Cabinet de Maître Sinclair. Comment puis-je vous aider? L'avocat, j'en suis sûr, s'est présenté et a demandé à parler à Alexandra. Je suis désolé, a répondu l'assistant, sa voix comme de la glace polie. Maître Sinclair est en déposition. Elle ne prend aucun appel imprévu. Veuillez adresser toute correspondance à notre équipe de contentieux junior. Et il lui a donné une adresse email. C'était la première couche, le blocus poli, professionnel et totalement impénétrable. Meredith, qui était probablement assise dans le bureau de cet avocat avec Damien, aurait été furieuse. Qu'est-ce que vous voulez dire, équipe de contentieux junior? Dites-lui qui je suis. Dites-lui que c'est une affaire de famille. Alors l'avocat, déconcerté, a réessayé. Il a envoyé un email. Il a reçu une réponse automatique. Il a rappelé, cette fois plus exigeant. Il a eu le même assistant qu'il a poliment transféré, non pas à Alex, mais à la deuxième couche, un associé junior. L'associé a écouté patiemment les fanfaronnades de l'avocat, ses plaintes sur la courtoisie professionnelle, ses vagues menaces. Puis l'associé l'a calmement informé que toutes les preuves étaient en cours de collecte pour le bureau du procureur de la République et que toute nouvelle tentative de contacter Maître Sinclair directement en dehors des canaux officiels serait notée comme une possible subornation de témoins. La troisième couche était le dépôt légal lui-même. Il était si complet, si agressif qu'il ne leur laissait aucune marge de manœuvre. Il ne pouvait pas déposer une motion en irrecevabilité sans reconnaître le transfert frauduleux. Il ne pouvait pas discuter de la maison sans d'abord aborder le complot de fraude envers une personne âgée. La quatrième couche, la plus puissante, était Alex elle-même. Elle est restée totalement silencieuse, invisible. En refusant même de leur parler, elle a envoyé le message le plus clair de tous. Vous n'êtes pas à mon niveau. Vous n'êtes pas mes pairs. Vous êtes des accusés. Meredith et Damien, qui avaient bâti toute leur vie sur l'intimidation, la pression sociale et l'utilisation de leurs relations, étaient complètement, totalement et humiliantement bloqués. Le système qu'ils avaient essayé d'utiliser comme une arme contre moi était maintenant une forteresse qu'ils ne pouvaient pas franchir. Ils étaient piégés. Et je savais, en tant qu'étudiant de l'histoire, qu'un animal piégé fait toujours une chose. Il devient désespéré. Il se déchaîne. Et c'était l'erreur fatale finale qu'Alex attendait qu'ils commettent. Ils sont venus 3 heures plus tard. Je savais qu'ils viendraient. J'étais dans mon bureau, lisant une biographie du général de Gaulle, quand j'ai entendu le bruit d'une voiture freinant bien trop vite dans mon allée. Une portière a claqué, puis une autre. Ce n'était pas une visite de courtoisie. Puis sont venus les coups. Ce n'était pas une tape. C'était un assaut frénétique et furieux contre ma porte d'entrée. Un poing, pas des phalanges. Boum, boum, boum. Le vieux bois vibrait dans son cadre. Ils essayaient de m'intimider, de briser ma paix par la force brute. Martin, ouvre cette porte. Je sais que tu es là. La voix de Meredith, stridente et dépouillée de toute son élégance polie. Boum, boum, boum. Cette fois, c'était Damien. Le martèlement désespéré et en colère d'un homme qui venait de voir tout son avenir partir en fumée. J'ai calmement placé mon marque-page dans le livre, l'ai posé sur la table et me suis dirigé vers le hall d'entrée. Je ne me suis pas pressé. J'ai redressé mon cardigan. J'ai regardé par le Judas. C'était une vision. Meredith était là, le visage marbré et rouge, ses coûteux cheveux blonds en désordre. Damien était juste derrière elle, son visage un masque de panique pâle et furieuse. Les façades soigneusement construites de l'épouse parfaite et du fil à succès s'étaient effondrées. Ils ressemblaient exactement à ce qu'ils étaient, des conspirateurs acculés et désespérés. J'ai tourné le pêne dormant. Le déclic a semblé anormalement fort dans le silence. J'ai ouvert la porte. Je n'ai rien dit. Je suis juste resté là, calmement, à les regarder. L'arrogance de Meredith avait disparu. Son sang-froid, l'arme qu'elle avait brandie contre moi pendant 45 ans, s'était évaporé. À sa place se trouvait une panique brute et non filtrée. « Martin » a-t-elle crié, sa voix se brisant. « Arrête ça. Quoi que ce soit, tu arrêtes ça tout de suite. » J'ai simplement haussé un sourcil. « Arrêtez quoi, Meredith ? Je suis juste en train de lire un livre. »« Ne joue pas à l'idiot avec moi » a-t-elle craché, faisant un pas vers moi. Mais je n'ai pas bougé. « Cette avocate, cette Alex Sinclair, comment as-tu pu? Essaies-tu de nous détruire ?»
Tu sembles me confondre avec quelqu'un d'autre, dis-je, ma voix parfaitement égale. Je crois que c'est toi qui as demandé le divorce. Ce n'est pas un divorce, c'est une exécution, a finalement éclaté Damien, bousculant sa mère. Ses yeux étaient fous. Elle gèle mes comptes. Mes comptes. Pas seulement les comptes communs. Mon portefeuille personnel. Elle n'a pas le droit. N'est-ce pas? Ai-je demandé. J'imagine qu'une avocate de son calibre pense qu'elle en a tout à fait le droit. Surtout, je suppose, quand elle a des preuves de transfert d'actifs frauduleux. Le visage de Damien est devenu blanc. Il savait exactement de quoi je parlais. Tu le détruis, hurla Meredith en attrapant mon bras. J'ai baissé les yeux sur sa main, sur ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans ma manche, puis sur son visage. Je n'ai pas bronché. Alex Sinclair et sa patronne, Martin. Comprends-tu? Tu n'as pas seulement engagé un avocat. Tu as engagé sa patronne. Tu ruines sa carrière. Tu ruines mon fils. Ton fils? Ai-je répété, les mots ayant un goût de cendre. C'est intéressant, parce que mon fils t'a aidé à planifier de m'enfermer dans une maison de retraite et de voler mon argent. Alors, tu devras me pardonner si je ne suis pas excessivement préoccupé par ses perspectives de carrière en ce moment. Est-ce que je le ruine? Ai-je demandé. Ma voix était calme. Si calme qu'ils ont tous les deux arrêté de crier juste pour m'entendre. Le silence soudain dans le couloir était absolu. Où, ai-je continué, regardant au-delà du visage contorsionné de Meredith vers mon fils qui se cachait derrière elle, s'est-il ruiné lui-même quand il a décidé d'aider sa mère à créer un dossier frauduleux pour faire interner son propre père? La bouche de Meredith se referma brusquement. Damien avait l'air comme si je l'avais frappé physiquement. Quand il a accepté un plan pour me faire déclarer incompétent. Meredith balbutia, mais le mensonge était faible, pathétique. La panique dans ses yeux était réelle maintenant. N'est-ce pas? Dis-je, toujours calme. La résidence de la Chênaie, l'aile des Saules, une suite premium d'une chambre avec un charmant soleil matinal. Date d'emménagement le 1er décembre. Conditionné, bien sûr, par la vente de ma maison. Meredith recula, sa main volant à sa gorge comme pour étouffer un hoquet. Damien se contenta de fixer le vide, son visage un masque d'incrédulité pâle et horrifié. Il n'avait pas seulement été pris. Il avait été exposé. Comment peux-tu savoir ça? Murmura Meredith. Vous pensiez que j'étais juste un vieil imbécile sénile, n'est-ce pas? Dis-je, ma voix se durcissant d'une fraction. Vous pensiez que j'étais si insignifiant, si fauché, si indigne de votre attention que vous pouviez simplement vous débarrasser de moi. Vous pensiez pouvoir prendre ma maison, voler mon argent, puis utiliser ma propre part pour payer ma cellule de prison. Tout ça pour que vous puissiez maintenir votre niveau de vie. Martin, ce n'était pas comme ça, commença Meredith, mais les mots moururent dans sa gorge. C'était exactement comme ça, dis-je. Et Damien, mon fils, il t'a aidé. Il était ton complice. Il protégeait sa mère, cria Meredith, retrouvant sa voix, retombant sur sa seule défense éculée. Il protégeait son héritage, ai-je contré, ma voix tranchant à travers son hystérie. Il protégeait les 150 000 € que tu as frauduleusement transférés sur son compte personnel 3 jours avant de me signifier ses papiers. C'est celui-là qui a fait mouche. Damien tressaillit visiblement. Meredith n'avait aucune réponse. Ils n'avaient pas seulement été pris dans un plan. Ils avaient été pris dans un crime. Et ils surent, à cet instant horrible, que j'avais les preuves pour tout cela. Le visage de Meredith subit une transformation rapide et laide. La panique recula, remplacée par quelque chose de bien plus dangereux, un calcul froid et reptilien. Elle était acculée, et elle en avait fini de faire semblant. Elle me regarda vraiment, et je pouvais voir son esprit travailler, recalculer, changer de stratégie, passant de l'intimidation à l'annihilation. Tu m'as espionné, siffla-t-elle, les mots bas et venimeux. J'ai été attentif, ai-je contré. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a des décennies. Tu déformes tout, balbutia Damien, essayant de reprendre pied. Maman était, nous essayons juste de planifier ton avenir, de nous assurer que tu sois pris en charge. Mon avenir, ai-je répété, les mots ayant un goût de poison. Mon avenir dans une chambre fermée à clé pendant que toi et ta mère dépensaient les économies de ma vie. Meredith a finalement joué sa dernière carte. C'était celle que j'aurais dû voir venir. Celle qu'il préparait depuis le début. Elle laissa échapper un rire court et sec, mais celui-ci était purement théâtral. Elle recula à côté de Damien et posa une main réconfortante sur son bras, toute son attitude se transformant en une pitié profonde et théâtrale. Elle me regarda non pas comme un adversaire, mais comme un patient. « Oh, Martin !» dit-elle,
sa voix dégoulinant d'un faux chagrin. Tu ne sais vraiment pas ce que tu dis, n'est-ce pas? Tu es vraiment confus. Je restai silencieux, attendant l'estocade finale. Damien, chéri, je pense que c'est pire que ce que nous pensions, dit-elle, les yeux fixés sur moi, mais s'adressant à lui. Regarde-le. La paranoïa, les accusations folles, l'espionnage, le vol de mes reçus, l'invention de ces histoires élaborées sur les maisons de retraite et les conspirations. Elle tourna son regard vers moi, ses yeux aussi froids et durs que des diamants. Tu es un vieil homme sénile, Martin, murmura-t-elle, les mots destinés à blesser, et ils le firent. Tu ne sais plus ce qui est réel. Tu imagines des choses. Je sais ce que je sais, Meredith, dis-je, ma voix dangereusement calme. Vraiment? Rétorqua-t-elle, sa voix s'élevant à nouveau, triomphante. Parce que si tu n'arrêtes pas ça à la seconde, si tu n'annules pas cette sorcière d'avocate, je ferai exactement ce qu'une épouse aimante devrait faire. Je demanderai une mise sous tutelle d'urgence. Je demanderai au tribunal de te faire déclarer mentalement incompétent. C'était ça, la dernière erreur, terrible, magnifique. Je me tiendrai devant un juge, gronda-t-elle, et je lui dirai que mon mari souffre de démence, qu'il est paranoïaque, délirant et un danger pour lui-même. Je lui dirai que tu as imaginé des complots, que tu es instable. Et Damien me soutiendra. Il témoignera que son père a perdu la tête. Elle sourit, une torsion vraiment grotesque de ses traits. Nous verrons qui un juge croira, Martin. Un professeur fauché, sénile et vieux qui crie aux conspirations, ou sa famille aimante et inquiète qui veut juste le protéger. Elle avait abattu toutes ses cartes. C'était une main terrifiante. C'était aussi, je le savais, une main perdante. Je la regardais, cette étrangère avec qui j'avais vécu pendant 45 ans. Je regardais mon fils, qui se tenait silencieusement à ses côtés, le visage pâle, venant d'accepter implicitement de déclarer son propre père fou. Je ne ressentis rien. Non, ce n'est pas vrai. Je ressentis un profond sentiment de finalité. On se voit au tribunal, Meredith, dis-je, et je leur fermai la porte au nez. La salle d'audience était exactement comme je l'attendais, froide, impersonnelle, et sentant légèrement la cire et le vieux papier. Les murs étaient d'un beige institutionnel pâle, la couleur de l'apathie. Ils étaient déjà là, assemblés à la table de la défense sur la droite, un tableau parfait de griefs riches et concernés. Meredith était au centre, bien sûr. Elle était vêtue d'un tailleur pantalon bleu foncé conservateur, ses cheveux tirés en un chignon professionnel sévère. Elle portait des perles. L'image d'une épouse respectable, qui souffre depuis longtemps, contrainte à cette situation désagréable par des circonstances malheureuses. Elle ne me regardait pas. Elle fixait droit devant elle le banc vide du juge, un masque de dignité solennelle fermement en place. C'était une performance magistrale. Damien était assis à côté d'elle, une version miniature et moins polie de sa mère. Il portait son propre costume coûteux, sa cravate bleue roi nouée de manière agressive. Il essayait de projeter la même confiance glaciale que Meredith, mais je pouvais voir l'énergie nerveuse qui le parcourait. Il n'arrêtait pas d'ajuster ses poignets, ses yeux balayant la pièce, se tournant vers l'entrée, puis vers son avocat, puis vers sa mère. Il cherchait à être rassuré. Et puis il y avait leur avocat, l'homme de B&H. Il était exactement comme je l'avais imaginé, d'âge moyen, en surpoids, avec un sourire mielleux et satisfait de lui-même. Il brassait une épaisse pile de papiers, les étalant sur la table avec une fioriture théâtrale, s'assurant que tout le monde pouvait voir à quel point il était préparé. Je savais exactement ce qu'étaient ces papiers. Je pouvais presque lire les en-têtes de l'autre côté de la pièce. Des références de moralité sur le rôle de longue date de Meredith dans la communauté, des relevés bancaires montrant mon incapacité à gérer des fonds, et la pièce maîtresse, leur atout majeur, la requête pour une mise sous tutelle d'urgence. Ils étaient prêts à plaider, avec des larmes de crocodile, que je n'étais plus compétent pour prendre mes propres décisions, que toute cette procédure de divorce n'était qu'un triste symptôme de mon état mental déclinant. Ils chuchotaient entre eux, blottis les uns contre les autres. De temps en temps, leur avocat tapotait la main de Meredith d'un air rassurant. Damien hochait gravement la tête. Ils formaient un front uni, prêt à me dépeindre comme un vieil homme confus et paranoïaque. Toute leur stratégie reposait sur une simple et arrogante supposition, que j'étais seul, fauché et sénile. J'ai lentement descendu l'allée centrale, ma vieille veste en tweed semblant déplacée dans ce temple du droit moderne. J'ai pris place à la table du demandeur, seul. Meredith m'a jeté un seul regard. Ce n'était pas un regard de haine. C'était un regard de pitié, une pitié froide, dédaigneuse et triomphante. Ce fut la dernière erreur qu'elle commettrait jamais. La cour. La voix d'un huissier a traversé la pièce. Nous nous sommes tous levés. La juge Marion Calloway est entrée,
une femme formidable d'une 60aine d'années, réputée pour ne pas tolérer les imbéciles. Elle s'est installée dans son fauteuil à haut dossier et a regardé la salle. « Veuillez vous asseoir. » Nous nous sommes assis. L'équipe de Meredith a fait bruire ses papiers, l'air confiant. « Nous sommes ici, » dit la juge, sa voix résonnant, dans l'affaire Lefebvre contre Lefebvre, dossier numéro 94B 771. J'ai examiné la requête initiale du demandeur pour dissolution et, franchement, une demande plutôt agressive de répartition des biens. Elle regarda l'avocat de Meredith. Le demandeur est-il prêt à procéder? L'avocat de Meredith se leva, lissant son gilet. Nous le sommes, votre honneur. Ma cliente, Madame Lefebvre, est désireuse de résoudre cette malheureuse affaire. Très bien. Les yeux de la juge ont balayé la pièce et se sont posés sur moi. J'étais toujours assis seul à ma table. Son regard s'est légèrement adouci, mais son ton est resté ferme. Et le défendeur, Monsieur Martin Lefebvre, vous représentez-vous vous-même dans cette affaire? Meredith eut un petit sourire narquois, un resserrement presque invisible de ses lèvres. C'était le moment qu'elle attendait, l'humiliation finale. Le vieil imbécile se représentant lui-même. J'ai pris une profonde inspiration. Non, votre honneur, dis-je, ma voix claire et stable, remplissant la pièce silencieuse. Je ne le suis pas. Comme sur un signal, les lourdes portes en chêne au fond de la salle d'audience s'ouvrirent. Le son d'une seule paire de talons résonna sur le sol en marbre. Clic, clac, clic, clac. C'était le seul son dans la pièce. Toutes les têtes se sont tournées, y compris celle de Meredith, de Damien et de leur avocat. Une femme descendait l'allée. Elle ne marchait pas seulement, elle avançait. Elle portait un tailleur sombre impeccablement coupé, qui coûtait probablement plus que mon premier salaire annuel d'enseignant. Ses cheveux sombres étaient tirés en un chignon sévère et élégant. Son visage était vif, intelligent et totalement en contrôle. Elle portait une seule mallette en cuir mince. Elle n'était pas seulement une avocate. Elle était une prédatrice. Elle était au sommet de la chaîne alimentaire juridique. Elle était Alexandra Sinclair. J'ai observé le visage de Meredith. Le sourire poli et dédaigneux a vacillé. J'ai observé le visage de Damien. Il a plissé les yeux, son cerveau traitant l'information. Il l'a reconnu. Bien sûr, il l'a reconnu. J'ai observé le visage de leur avocat. Il est devenu pâle. Il savait exactement qui c'était. Alex ne les a pas regardés. Elle n'a regardé personne. Elle s'est dirigée droit vers ma table, a posé sa mallette avec un bruit sourd et a posé une main rassurante sur mon épaule. Puis elle s'est tournée pour faire face à la juge. « Votre honneur, » dit-elle, sa voix se projetant dans tous les coins de la pièce, nette, claire et dégoulinant d'autorité. Alexandra Sinclair, du cabinet Sinclair, Doyle et Associés. Je m'excuse pour mon retard. Je déposais juste une demande reconventionnelle au nom de mon client, Monsieur Martin Lefebvre. Le nom a frappé la pièce comme un coup physique. Alexandra Sinclair. Meredith se figea. Son expression polie et pitoyable se brisa, remplacée par un masque de choc pur et incompréhensible. Elle connaissait ce nom. Tout le monde dans son cercle social connaissait ce nom. Alex Sinclair n'était pas seulement une avocate. Elle était l'avocate. Celle dont on lisait le nom dans les magazines financiers. Celle qui s'occupait des divorces de milliardaires et des OPA hostiles. Celle qui ne perdait jamais. Meredith, qui vénérait à l'autel du statut, fixait la grande prêtresse. Et elle se tenait à côté de moi. Mais la réaction de Damien fut pire. Mon fils ambitieux et impitoyable, avait l'air d'avoir été poignardé. Il n'est pas seulement devenu pâle. Il est devenu d'un blanc verdâtre maladif. Sa bouche s'est légèrement ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Il ne regardait pas seulement une avocate célèbre. Il regardait sa patronne. Il regardait la femme dont le nom figurait sur l'entête de la lettre. La femme dont la présence vive et décisive définissait tout le 42e étage. La femme qu'il avait passé les 15 dernières années à essayer désespérément d'impressionner. Il avait l'air d'aller vomir, là, sur le sol poli de la salle d'audience. Et puis il y avait leur avocat, l'homme mielleux et trop confiant de B&H. Son sourire professionnel disparut. J'ai vu son visage se vider de toute couleur, ses yeux s'écarquillant dans ce que je ne pouvais décrire que comme une pure terreur professionnelle. Il savait exactement à qui il avait affaire. C'était un acteur de théâtre régional qu'on venait de forcer à monter sur une scène de Broadway avec une légende vivante. Il était surclassé, dépassé, et il le savait. Il a tripoté sa pile de papier, ses mains soudainement maladroites. Il s'est penché vers Meredith, sa confiance mielleuse disparue, sa voix un murmure frénétique et terrifié. C'est Sinclair, siffla-t-il,
ses yeux toujours rivés sur Alex. « Meredith, c'est Alexandra Sinclair. Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Meredith ne pouvait pas répondre. Elle était toujours figée, son esprit visiblement en train de s'agiter, essayant de faire coïncider les pièces. « Comment? Comment Martin, son mari fauché, insignifiant, sénile, pouvait-il avoir les relations, l'argent pour engager Alex Sinclair? Tout son plan, toute sa vision du monde reposait sur le fait que j'étais impuissant. Et la femme qui se tenait à côté de moi était l'incarnation humaine du pouvoir. Je ne comprends pas, murmura Meredith en retour, sa voix tremblante. Il ne peut pas. Nous avons des ennuis, siffla leur avocat, sa panique montant. De gros ennuis. Elle ne fait pas de simple divorce. Elle est ici pour le sang. Pendant que cette crise de murmures frénétiques se déroulait à leur table, Alex restait parfaitement immobile à côté de moi. Elle ne leur avait pas accordé un regard. Elle n'avait même pas jeté un coup d'œil dans leur direction. Elle se tenait juste là, son attention entièrement portée sur la juge Calloway, projetant une aura de calme absolu et inébranlable. La juge Calloway, de son côté, avait également changé. Le regard de légère impatience qu'elle avait eu avait disparu. Elle regardait Alex avec le respect concentré d'une professionnelle de haut niveau en reconnaissant une autre. « Maître Sinclair, » dit la juge, son ton soudainement dépourvu de tout langage passe-partout. « C'est un développement inattendu. Vous êtes consciente qu'il s'agit d'une audience préliminaire sur une requête standard de dissolution. » Alex fit un petit signe de tête, presque imperceptible. « Je le suis, votre honneur. Et je suis ici pour informer la Cour que « standard » n'est pas le mot que j'utiliserai. » Elle posa sa main sur mon épaule, un simple geste de propriété qui en disait long. Il disait « Il est avec moi. Il est protégé. » Et je suis également ici, continua Alex, sa voix tranchant à travers leur panique, pour informer la Cour et la partie adverse que nous ne répondrons pas à leur requête. Nous déposerons la nôtre. Une demande reconventionnelle. La juge haussa un sourcil, se penchant en avant. Pour quel motif, maître Sinclair? Alex se tenait droite. Elle ne brassait pas de papier. Elle ne s'éclaircit pas la gorge. Elle parlait comme si elle gravait ses mots dans les murs. « Votre honneur », commença-t-elle, sa voix résonnant d'une colère froide et précise. « Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour simplement nous opposer à cette requête de divorce, franchement ridicule. » Elle fit un geste dédaigneux vers la table de l'avocat de Meredith. « Ce document, dit-elle en pointant leur requête, n'est pas une demande de dissolution de bonne foi. C'est l'acte final d'une conspiration de longue date. C'est un outil de vol. » L'avocat de Meredith bondit sur ses pieds. « Objection, votre honneur. C'est incendiaire et non fondé. » Alex ne se tourna même pas pour le regarder. Elle garda les yeux fixés sur la juge. « Ce n'est pas non fondé, votre honneur, et je suis prête à le prouver. Nous déposons une demande reconventionnelle pour 3 motifs principaux. » Elle fit un pas en avant. Premièrement, fraude financière envers une personne âgée. J'entendis Meredith laisser échapper un hoquet involontaire. Deuxièmement, complot en vue de commettre une fraude aux actifs, continua Alex, sa voix montant en tempo, perpétrée par la demanderesse, Madame Meredith Lefebvre, et son complice, Monsieur Damien Lefebvre. Damien, mon fils, s'enfonça si bas dans sa chaise qu'il disparut presque de la vue, son propre nom prononcé comme celui d'un criminel dans une salle remplie de ses pairs. Et troisièmement, dit Alex, sa voix baissant légèrement, devenant encore plus menaçante, un abus de procédure malveillant. Elle regarda l'avocat de Meredith pour la première fois. Il pâlit visiblement. Elle ne les accusait pas seulement. Elle l'accusait, lui, d'en faire partie. Cette requête, votre honneur, continua Alex, se tournant vers la juge, a été déposée de mauvaise foi pour une seule et unique raison. Liquider les actifs du défendeur avant qu'il ne puisse découvrir toute l'étendue des abus financiers à long terme de la demanderesse. Les affirmations de gestion d'actifs étaient une couverture pour un vol systématique. Les exigences de 70% des économies et de la maison familiale n'étaient pas une négociation de départ. C'était un vol à l'arraché. J'étais assis là, à regarder mes 45 ans de désespoir silencieux être recadrés non pas comme une honte privée, mais comme un crime public. Le récit que Meredith avait si soigneusement élaboré, celui de l'épouse riche et compétente accablée par un mari pauvre et insignifiant, était systématiquement mis en pièces devant une salle d'audience stupéfaite. Il n'avait pas anticipé de résistance, conclut Alex, sa voix résonnant d'une conviction absolue. Leur plan entier reposait sur l'hypothèse que mon client, M. Martin Lefebvre, était trop vieux, trop fauché et trop sénile pour se défendre. Ils avaient tort. Objection. L'avocat de Meredith était de nouveau sur ses pieds,
son visage rouge et marbré. « Votre honneur, c'est scandaleux. Maître Sinclair utilise cette audience pour se faire valoir. Elle fait des accusations folles et calomnieuses sans la moindre preuve. Ce n'est rien de plus qu'une tactique désespérée de la part d'un défendeur qui sait qu'il n'a aucun dossier. » La juge Calloway regarda Alex, son expression indéchiffrable. Maître Sinclair, fraude, complots et abus sont des mots extrêmement forts à utiliser dans une audience préliminaire. J'ose espérer que vous n'êtes pas, comme le dit l'avocat, en train de vous faire valoir. Alex sourit. C'était un sourire froid, mince, dangereux. Je ne me fais jamais valoir, votre honneur. Je ne présente que des faits. Et je les ai. Puis-je présenter la pièce à conviction à du défendeur? Elle fit un signe de tête à un jeune associé que je n'avais même pas remarqué, qui remit rapidement un jeu de documents à la juge et un autre à l'avocat abasourdi de Meredith. « Pièce A, votre honneur, » dit Alex, sa voix comme le scalpel d'un chirurgien, est une copie certifiée conforme d'un relevé de carte de crédit appartenant à la demanderesse, Madame Meredith Lefebvre. Un compte, pourrais-je ajouter, qu'elle a gardé caché à mon client. L'avocat de Meredith tripota les papiers. Meredith elle-même se pencha, ses yeux parcourant la page, son visage soudainement tendu. « Veuillez attirer votre attention, » continua Alex, « sur la charge récurrente de 5 000 € débitée le mois dernier à une certaine résidence de la Chênaie. » L'avocat de Meredith avait l'air confus. Il ne comprenait pas la signification. Il regarda Meredith, qui était maintenant visiblement pâle. « Et, dit Alex, vous trouverez ci-joint une déclaration sous serment du directeur des admissions de la Chênaie, confirmant que ces frais de 5 000 € étaient un acompte non remboursable pour la réservation d'une suite premium d'une chambre. » Alex fit une pause, laissant les mots flotter dans l'air. « Une suite, dit-elle en se tournant légèrement pour me regarder, réservée pour un certain monsieur Martin Lefebvre. Date d'emménagement le 1er décembre, conditionnée par la vente réussie de la maison familiale. » La mâchoire de l'avocat tomba. Il regarda Meredith avec une nouvelle expression, horrifié. Ce n'était clairement pas une partie de la stratégie dont il avait été informé. « Il semble, dit Alex, que la requête de Madame Lefebvre pour déclarer mon client incompétent n'était pas motivée par le souci de sa santé, mais était en fait le fondement juridique nécessaire pour le faire interner de force dans un établissement, obtenant ainsi un accès illimité à ses actifs. Mais ce n'est pas tout, dit Alex, ne lui laissant pas une seule seconde pour se remettre. Puis-je présenter la pièce B? L'associé remit un nouveau jeu de documents. Cette fois, c'étaient des relevés bancaires. Ceci, votre honneur, est le compte de retraite commun dont Madame Lefebvre a si généreusement offert 30% à mon client, le compte dont elle l'a bloqué, prétendant, comme l'a dit son fils, Monsieur Damien Lefebvre, protéger les actifs. Damien, qui avait essayé de se faire invisible, serait dit. Si vous voulez bien tourner à la page 4, dit Alex, vous verrez un virement unique effectué 3 jours avant que Madame Lefebvre ne signifie les papiers du divorce à mon client. Elle a montré. Un virement de 150 000 €. Les yeux de l'avocat de Meredith étaient écarquillés. Objection. Où est allé cet argent? Le sourire d'Alex avait disparu. C'est la partie la plus révélatrice, confrère. Il n'est pas allé à Madame Lefebvre. Il est allé sur un compte d'investissement privé à haut rendement. Elle se tourna et regarda pour la première fois directement mon fils. Un compte détenu exclusivement au nom de Monsieur Damien Lefebvre. C'était le coup de grâce. Damien émit un petit son étranglé. Meredith tourna la tête pour regarder son fils, son visage un masque de fureur. Elle avait été prise, et pire, elle avait été prise avec son complice. « Votre honneur, » dit Alex, sa voix remplie d'une rage calme et contrôlée. « Ce n'est pas un divorce. C'est une conspiration criminelle. Madame Lefebvre et son fils ont conspiré pour escroquer mon client, pour voler ses actifs, pour le faire interner de force dans une maison de retraite et pour le laisser sans rien. Leur requête de divorce est un document frauduleux déposé de mauvaise foi et constitue en soi un acte d'abus financier. » L'avocat de Meredith s'affaissa lentement sur sa chaise. Il regarda le relevé bancaire, puis Damien, puis Meredith. Il savait qu'ils représentaient des criminels. Et il sut à cet instant qu'Alexandra Sinclair était sur le point de mettre fin à sa carrière pour avoir été ne serait-ce que dans la même pièce qu'eux. L'avocat de Meredith, l'homme de B&H, ressemblait à un noyer s'agrippant à une brindille. Il était sur ses pieds, mais sa voix était tremblante, sa confiance brisée. « Votre honneur, c'est une déformation, » balbutia-t-il, brassant ses papiers désormais inutiles. Maître Sinclair dépeint un tableau sordide. Ma cliente, Madame Lefebvre, essayait simplement de protéger les actifs familiaux. Des actifs qu'elle gérait, d'un comportement erratique. Monsieur Lefebvre,
dit-il en se tournant vers moi avec un regard désespéré et plein de pitié, n'a aucune perspicacité financière. Il n'est qu'un professeur. Voilà, l'insulte finale, le cœur de toute leur conspiration. Juste un professeur. Alexandra Sinclair sourit. Ce n'était pas un joli sourire. C'était le sourire d'un prédateur qui vient de voir sa proie tomber directement dans un piège. Il est fascinant que l'avocat soulève ce point, dit-elle, sa voix baissant, attirant toute la salle. Car le manque de perspicacité financière de mon client est la base même de cette fraude. Madame Lefebvre et son fils, Monsieur Damien Lefebvre, ont fondé tous leurs plans sur l'hypothèse que mon client était pauvre, simple et incompétent. Elle prit une seule feuille de papier de son bureau. Ils ont demandé à cette cour 70% des actifs communs connus, croyant que c'était la totalité de la fortune familiale. Ils croyaient que cette fortune, environ 400 000 €, était tout ce qui existait. Elle marcha lentement vers le centre de la salle d'audience. Il se trompait, votre honneur. Vous voyez, continua Alex, la demanderesse, dans son avidité, avait négligé un petit détail insignifiant. Elle a négligé l'héritage insignifiant de son mari de la part de ses parents, qu'il a reçu il y a 40 ans. Un héritage qu'elle a qualifié d'argent de poche et n'a jamais pris la peine de suivre. La tête de Meredith se redressa d'un coup, ses yeux se plissant. Il ne savait pas, dit Alex, sa voix prenant de l'ampleur, que mon client, juste un professeur d'histoire, est aussi un étudiant méticuleux du marché boursier. Un homme qui croit en l'intérêt composé, pas aux transactions risquées, un homme qui, pendant 4 décennies, a tranquillement et sagement investi chaque centime de cet héritage. Elle arriva devant le banc du juge. Votre honneur, dit-elle, sa voix claire et retentissante. Je soumets maintenant la pièce C du défendeur, un relevé complet et certifié du portefeuille d'investissement personnel et privé de M. Martin Lefebvre. Un portefeuille qu'il a construit et géré lui-même, un portefeuille dont sa femme et son fils ne savaient rien. Elle tendit le document à l'huissier, qui le remit à la juge. Comme vous le verrez, votre honneur, la valeur totale de ce portefeuille insignifiant, à l'ouverture du marché ce matin, est de 3 240 000 €. On aurait pu entendre une mouche voler. La salle d'audience entière devint profondément, totalement silencieuse. Meredith émit un son étranglé, de haut le cœur. Sa bouche parfaitement maquillée s'ouvrit, ses yeux écarquillés et vides d'une horreur presque comique. Toute couleur quitta son visage. Elle n'était pas seulement vaincue. Elle était anéantie. Damien n'émit aucun son. Il s'affaissa simplement sur sa chaise, la tête dans les mains. Sa carrière, sa réputation, sa vie entière construite sur l'illusion du génie financier venait d'être anéantie par le père sénile qu'il avait conspiré à voler. La juge Calloway regarda le relevé. Elle regarda Alex. Elle me regarda. Puis elle regarda Meredith avec une expression de mépris pur et absolu. Elle retira ses lunettes. Madame Lefebvre, dit la juge, sa voix mortellement calme. Non seulement je rejette votre requête de divorce frauduleuse avec un préjudice extrême, mais j'accorde la motion de Maître Sinclair de geler chaque actif que vous et votre fils possédez. Elle n'avait pas fini. Et sur la base des preuves de complot, de fraude envers une personne âgée et de parjure présentées ici aujourd'hui, je renvoie immédiatement toute cette affaire au bureau du procureur de la République pour une enquête criminelle complète. Je suis sorti de cette salle d'audience non pas comme une victime, mais comme un homme qui avait reconquis sa vie. Alex et moi sommes allés prendre un café après, pas dans un bistrot chic, mais dans un simple café que j'aimais bien. Pourquoi, Martin ? A-t-elle demandé en remuant son café noir. Pourquoi as-tu caché l'argent pendant toutes ces années? Tu aurais pu vivre comme un roi. J'ai regardé par la fenêtre les gens qui passaient. Parce que, Alex, dis-je, je voulais que ma femme et mon fils m'apprécient pour moi, pas pour mon compte en banque. Je voulais être aimé pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais. J'ai appris que l'argent ne peut pas acheter le respect et qu'il ne peut pas créer le caractère. Tout ce qu'il peut faire, c'est révéler avec une clarté aveuglante quand ces deux choses sont vraiment absentes. Ma femme et mon fils ont oublié que la personne la plus silencieuse dans une pièce est souvent celle qui écoute le plus. Ils ont oublié que le vrai pouvoir ne réside pas dans le bruit que l'on fait, mais dans les actions que l'on est prêt à entreprendre quand on a été poussé trop loin. Qu'avez-vous pensé de l'erreur ultime de Meredith et Damien? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place.